ville, mais le SDF n'a pas dit un seul mot sur les assassinats des gendarmes ni la découverte des caches d'armes dans la région du Sud-Ouest. Il y a de cela quelques jours maintenant. Comment comprendre la colère du Social Democratic Front qui s'est manifestée aujourd'hui à Yaoundé? C'est dans cette édition du 20h. Comment les pays de la CEMAC peuvent faire pour relever la tête face à la crise économique et la chute des cours du pétrole sur le marché international? Tous les pays prônent la diversification de l'économie. Comment faire au Tchad, comment faire au Congo, en République centrafricaine et au Gabon, au Cameroun, pour amorcer cette politique de diversification de l'économie? Les propositions viennent de partout. On ajoute justement au-delà de l'agriculture, le tourisme et même l'économie forestière. Vous verrez le tour de quelques pays de la CEMAC dans cette édition du journal. Et puis la crise sécuritaire en République centrafricaine, l'ONU va avoir une idée précise sur les accusations d'exaction perpétrées par les éléments de la MINUSCA. C'est l'objet d'une enquête ouverte et la descente des enquêteurs sur le terrain. Que s'est-il exactement passé au moment où la MINUSCA essuyait quelques accusations? Les enquêteurs sont sur le terrain. Mesdames, voilà pour la vitrine du 20h. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. À suivre également dans cette édition du journal, la démission de Ngououngli Massaga, le commandant Kisamba, des rangs du MRC. Il est arrivé dans cette formation politique il y a de cela 2 mois seulement, présenté comme un trophée par Maurice Kamto. Il a décidé de partir pour mauvais traitement. Mais avant cela, c'est un crime crapuleux du côté d'un colondome ici à Yaoundé. La découverte macabre, le corps d'une jeune dame d'environ 30 ans, enterrée sans façon par son amant, selon les premiers éléments d'information. Elle serait décédée depuis quelques jours maintenant. C'est une voisine attirée certainement par une fausse de fortune, mais aussi par l'état de décomposition de cette dépouille qui a justement fait la découverte. Nathan Amou. Cette épaisse forêt et ces montagnes où la vie semble paisible se passe une scène des plus horribles. Nous sommes en Colondome 3, dans l'arrondissement de Yaoundé 1. Mireille Ebeni Abeni, âgée de 31 ans, a été retrouvée morte, le corps enfui, dans cette fosse prévue pour la clinique traditionnelle, en état de décomposition avancée. Selon les témoins, tout est parti d'un banal constat. Dans 9 heures, j'ai été saisi par une dame qui habite ici dans les environs, qui me disait qu'elle suspectait quelque chose qui se serait passé à ce niveau-ci. Moi, j'habite un peu plus haut. Alors, je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Elle m'a dit qu'elle voit de la terre au fond d'une fosse, une vieille fosse qui avait été creusée pour servir probablement de WC à l'époque, mais qui n'avait pas été utilisée. Mais qu'elle voyait de la terre fraîchement décapée quelque part et amassée. Alerté, le chef du village Colondome 3, commissaire divisionnaire hors échelle, suivant son instinct de flic, va immédiatement saisir le commissariat 17e pour faire suspect, nécessitant une descente urgente et exigeante. J'étais un peu dérangé. Depuis, c'est l'affaire là, c'est depuis jeudi. Je pars, vous voyez le cabinet qui est là. Je pars faire pipi. Je vois comment si les gens ont bagarré. Je me recule. Je dis comment les gens peuvent, au lieu de bagarrer ici devant, on bagarre devant le trou. J'ai essayé de guetter le trou. J'ai dit on peut même jeter quelqu'un comme ça dans le trou. Hein. Je suis reculé. Comme les gens buvaient là, je vends la boisson. J'ai négligé. C'est hier à 17h que le gardien de l'école, il vient me dire que maman, est-ce que tu vois ce qui se passe là-bas derrière? Le procureur de la République informé de la situation, le sous-préfet de Yaoundé 1, Cosmas Thierry Nama, la gendarmerie d'un Colondome et le corps national des sapeurs-pompiers vont faire une descente musclée sur les lieux du crime. Au fond de cette fosse de près de 11 mètres de profondeur, gisait le corps sans vie d'Imireille Ebeni Abeni en décomposition avancée, mais aussi sa carte d'identité, son téléphone portable et son sac à main. Après 1 heure d'effort, les sapeurs-pompiers sont parvenus à faire remonter le corps qui était curieusement en tenue d'Adam. La dépouille sera immédiatement conduite à Monatélé pour être ensevelie. Aux dernières nouvelles, le nommé Arnold Ngononomo, présumé auteur de cet acte ignoble, âgé d'une 20aine d'années, serait passé aux aveux. Sa mère,
a également été embarqué pour besoin d'enquête. L'affaire est à suivre. C'est justement une affaire à suivre du côté d'un Colondom, ce crime crapuleux qui, jusqu'à présent, est attribué à l'amant de la jeune dame. Eux, ils ne vont plus certainement courir 5 au total. Ils sont des auteurs de braquage, de microfinance et selon les premiers éléments d'information au niveau de la police judiciaire, ils opéraient de jour à l'aide d'armes à feu, généralement sophistiquées. La police judiciaire a voulu comprendre ce phénomène avec une reconstitution des faits qui s'est tenue aujourd'hui. Vanessa Bindi. Ils se croyaient sans doute tranquilles. Il y a quelques jours, 5 individus suspectés d'avoir commis une dizaine de braquages ont été interpellés. Quelques mois d'enquête ont permis à la police judiciaire d'être sur leur piste. Le 2 septembre dernier, l'étau s'est resserré sur le Benjamin du groupe, 23 ans. Et l'exploitation de ce repris de justice a conduit à l'interpellation de ses complices. Leur mode opératoire ciblait particulièrement les microfinances à l'aide d'armes à feu de fabrication artisanale, de pistolets automatiques. Un impressionnant arsenal mis à nu au moment de leur interpellation. Retour sur les lieux du crime ce jour avec la police et la presse pour une reconstitution des faits tels que commis. Ce redoutable gang avoue plusieurs autres forfaits commis à Douala et un autre qui se préparait pour ce week-end. Le temps du jugement commence et dès cet instant, les juridictions compétentes prononceront la sentence correspondant à leur forfait. Il n'y a pas eu véritablement grève aujourd'hui au chantier naval et industriel du Cameroun à Douala et à Limbé. Pourtant, un préavis de grève annonçait l'arrêt du travail aujourd'hui pour les personnels. Principale revendication, le paiement de leur salaire et beaucoup d'autres avantages. Sur le terrain, c'était plus ou moins activité normale. Le directeur général semble avoir pris des mesures pour contraindre les employés à aller au travail, malgré justement la colère dans leur cœur. Maria Ligui. C'est à travers cette correspondance signée le 23 octobre dernier que le syndicat des travailleurs du chantier naval et industriel du Cameroun a adressé un préavis de grève au directeur général de cette structure. Les motifs de ce préavis sont entre autres le non-paiement des salaires des mois de septembre et octobre 2017, le non-paiement des aérés d'allocation de congés et le non-reversement intégral des retenues à la source depuis février 2017. La direction générale avait alors jusqu'au 12 novembre pour trouver des solutions satisfaisantes à ces revendications. 2 jours après cette date butoir, l'ambiance semble ordinaire à l'entrée du chantier naval et industriel du Cameroun. Cependant, aucune interview n'est autorisée, même pas la moindre autorisation de filmer les lieux. Sur l'un des barbillards, plusieurs notes d'information visant à apaiser le mécontentement des employés. Chacune d'entre elles précisant que la direction générale compte sur la compréhension habituelle de tous et demandant au personnel de vaquer sereinement à ses occupations. Une source non officielle nous renseignera que les employés n'ont pas pu manifester par peur de représailles. La grève a donc été désamorcée, mais le mécontentement des employés demeure. Même s'ils n'ont pas voulu s'exprimer devant notre caméra, ils espèrent que le conseil d'administration prévu ce 15 novembre apportera des solutions satisfaisantes à leurs préoccupations. C'était pratiquement le travail mené par le top management du chantier naval et industriel du Cameroun. Éviter cette énième grève à la veille d'un conseil d'administration qui est attendu et qui est annoncé pour demain. Affaire à suivre. Parlons de mobilisation politique. C'était jour de rentrée parlementaire aujourd'hui. Les absents sont connus. Les élus de Social Democratic Front qui ont choisi la politique de la chaise vide à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les députés du SDF et les sénateurs ont voulu manifester leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent comme la mauvaise gestion de la crise anglophone par le régime de Yaoundé. Une déclaration a d'ailleurs été commise à cet effet. Le SDF énumère ces violences sur les populations civiles, l'interruption d'Internet et les populations apeurées, obligées de fuir à destination du Nigeria. Mais vous verrez dans cette correspondance, pas un seul mot sur les violences et naturellement les assassinats des hommes en tenue. Ambiance de boycott à l'Assemblée nationale, Michel Serel-Tchoungui. En ce jour de rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, l'ambiance à l'hémicycle de Ngouaikele est celle d'un grand jour avec la présence d'un parterre d'invités. Seulement, l'on est frappé par le nombre de sièges inoccupés.
Il s'agit des sièges des députés du SDF. Je regrette un tout petit peu d'avoir constaté des chaises vides dans le banc du SDF. Quelles que soient les positions de ce parti républicain, il doit venir échanger avec ses collègues, les collègues des autres partis au niveau de l'hémicycle. Boycott ou simple absence, chaque député tente d'apporter une explication. Les députés de la région, les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays connaissent de sérieuses menaces sur leur propre vie. Hier encore, les Amazoniens ont publié une vidéo où ils ont dit que même si on mettait un gendarme derrière chacun d'eux, ils auront leur peau. Stratégie politique, nous disons que chaque parti politique est libre de pouvoir prendre des décisions, quelles qu'elles soient. Et comme on vous l'a dit, on aimerait comprendre pourquoi et on compte sur vous pour aller leur demander et comme ça tout le monde saura pourquoi ils ne sont pas venus. La plénière s'achève sans l'ombre d'un élu du Social Democratic Front. Rendu au bureau du président du groupe parlementaire de ce parti, le maître des lieux est absent. Des informations laissent entendre que l'homme serait à la représentation régionale du parti où l'on s'y rend sans attendre. À l'intérieur, quelques députés déserteurs de l'hémicycle s'y trouvent. Les responsables, quant à eux, sont à huis clos dans une salle attenante. Quelque temps après, une déclaration est faite à la presse. The SDF parliamentary group in both houses have decided to withhold their participation at the opening sessions. Il est question d'expliquer les motivations du boycott. Ils sont menacés. Vous avez vu dans les réseaux sociaux, vous avez vu 4000 personnes, 3000, 5000 personnes dans la résidence de l'honorable Banazem, dans le domicile de l'honorable Bandam. Et c'est la même chose qui continue aujourd'hui dans le domicile de l'honorable Wanachi. En croire à ses responsables, il n'est pas question de regagner l'hémicycle tant que leurs doléances ne sont pas prises en compte. Une liste de points de revendication et de contestation a été proposée à travers un communiqué du Social Democratic Front. Les observateurs sont désormais partagés entre ces motivations sur le papier et la peur qui est signalée par beaucoup d'autres analystes politiques. Le Social Democratic Front avait annoncé sa participation à cette session parlementaire à l'issue de la réunion du NEC qui s'est tenue cela quelques jours du côté de Bamenda. Jusqu'à hier encore, les informations annonçaient la présence du SDF à l'hémicycle de Ngouaïkele, mais également du côté du palais de congrès où siège le Sénat. De ce côté-là, justement, le président du Sénat n'a pas manqué de condamner les violences sur le terrain dans le nord-ouest et le sud-ouest avec assassinat de gendarmes. Mélanie Lipanga. C'est à 16h, passé exactement de 5 minutes, que le président du Sénat, Marcel Nyat Ndifendi, a fait son entrée dans cet hémicycle de Kolnyada au palais des congrès de Yaoundé. La 3e session ordinaire de l'année parlementaire vient à cet effet d'ouvrir ses portes. Un seul point à l'ordre du jour, le discours d'ouverture de cette session. Une session qui sera consacrée au vote de la loi de finances et au budget de l'État pour l'année 2018. Cependant, au cours de son allocution d'ouverture, le président du Sénat a évoqué de manière succincte la question liée au budget de l'État. La crise dite anglophone et ses aléas ont retenu toute l'attention de ce discours. C'est d'un ton ferme que Marcel Nyat Ndifendi a condamné les actes de violence auxquels font face les populations des régions anglophones. Il est revenu sur les assassinats perpétrés sur les éléments de la gendarmerie dans la région du Nord-Ouest. Une minute de silence a été observée en leur mémoire. Un hommage a également été rendu à nos forces de défense au front contre Boko Haram et au comité de vigilance. À travers sa voix, le Sénat a réitéré son soutien à l'armée camerounaise, tout en martelant qu'il revient aux Camerounais de résoudre la crise dite anglophone. Les sénateurs du SDF ont prié de leur absence au cours de cette cérémonie d'ouverture de la 3e session ordinaire, un acte qui trouve explication. C'est parti pour un mois de travaux pour le compte de la dernière session ordinaire de l'année législative 2017.
Et comme vous le savez, de tradition, cette session parlementaire est consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi des finances pour l'année qui arrive, l'année 2018 particulièrement, qui est une année particulière, année électorale, année de transition vers l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et les députés, par exemple, attendent des points spécifiques dans la loi des finances. Je vous propose d'écouter quelques-uns. Vous savez également que notre pays doit organiser au début de l'année 2019 la Coupe d'Afrique des Nations. Notre budget de 2018 devrait en tenir compte. Vous savez également que le calendrier électoral de 2018 pourrait être un peu compliqué parce que nous devons organiser au minimum 5 élections. Nous souhaitons également et nous espérons que la présentation du projet de budget et du projet de loi de finances prendra en compte tous ces éléments. Nous devons compatir avec tout ce qui arrive à nos frères et sœurs des régions septentrionales, des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais nous devons tous travailler pour trouver la solution à tous ces problèmes. Car le Cameroun doit être considéré comme une grande famille au sein de laquelle seul le dialogue, la réconciliation, la justice, la paix, le sens du pardon, seules ces vertus devront nous aider à trouver les solutions à nos problèmes. La mission consiste à étudier avec l'exécutif qui nous fait la proposition du budget pour l'année à venir. Et comme l'a si bien rappelé le président de l'Assemblée nationale, c'est aussi le moment de discuter, d'échanger au sujet des différents problèmes qui ont été posés lors de l'intercession. 2018 va forcément être influencé par le contexte économique du Cameroun. C'est pratiquement le même contexte économique pour tous les pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Chute des prix du pétrole sur le marché international. L'appel à la diversification de l'économie est lancé. Au Tchad, on veut faire un ensemble entre diversification de l'économie et austérité. Ce sont les mesures à prendre pour essayer de relever la tête, celles préconisées aujourd'hui par le président Idriss Déby. Mathieu Wamba. Le Tchad fait le constat de la mauvaise santé de son économie. Après la chute du cours du baril du pétrole auquel dépend fortement le pays, l'État peine à redresser la barre. Et le président Idriss Déby l'a reconnu dans son discours devant les hommes d'affaires du parti au pouvoir. S'il a reconnu les bienfaits du pétrole sur son pays en termes de construction et modernisation des infrastructures, de réduction de la fracture sociale, de l'amélioration du système de santé, aujourd'hui il faut se rendre à l'évidence. Il fait remarquer l'échec d'une richesse pas pérenne et la nécessité ou du moins l'obligation pour le Tchad de retourner à la situation économique d'avant 2003. Ce sera difficile et les Tchadiens doivent consentir des efforts supplémentaires. Un retour à l'austérité qui n'est pas du goût de tous les Tchadiens, mais l'agriculture serait la panacée. Le Tchad, c'est 39 millions d'hectares de terres cultivables, dont 19 millions d'hectares arables, qu'il faut capitaliser. La preuve est que lors de la rencontre de Paris avec les bailleurs de fonds et autres donateurs, l'un des projets sur lesquels le Tchad avait défendu son dossier était l'agriculture. Plusieurs programmes, dont le programme d'appui à la production agricole, le projet d'urgence d'appui à l'agriculture et la dynamique agricole dans les savanes du Tchad et l'histoire du coton au Tchad, sont bien connus. Un nouveau rôle pour l'agriculture dans le développement 53 que le président entend implémenter dans les politiques macroéconomiques du Tchad. Le président Idriss Déby veut donc rattraper le retard qu'accuse le Tchad face à certains voisins comme le Cameroun, qui est un véritable grenier pour la sous-région. L'optimisation d'un secteur à moderniser et à conduire vers une agriculture de seconde génération pour redoper une économie en sommeil. Et du côté de la République centrafricaine, il y a eu cette crise qui a ralenti l'économie. Il y a les mêmes réalités pour tous les pays de la CEMAC. Le pays est également riche pour ce qui est des avantages naturels qu'il va falloir exploiter. Le gouvernement pense justement à la mise en œuvre d'une politique d'exploitation de ces différentes richesses. Jean-Pierre Noah. À l'heure où les pays membres de la CEMAC traversent une crise financière aiguë, conséquence de la chute du prix du baril de pétrole, il faut s'adapter. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de penser à une stratégie susceptible de diversifier l'économie des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La République centrafricaine s'adapte à la donne. Dans ce pays,
L'agriculture représente 50% du produit intérieur brut. Le pays compte également des gisements d'aluminium, de cuivre, d'or et même de puits de pétrole. Rien que ça. Un pays riche en minerais, décimé par des années d'instabilité. La République centrafricaine essaie donc aujourd'hui de se relever. Le chef de l'État, le professeur Faustin Akange Touadéra, reste conscient que pour cela, il faudra compter sur des investisseurs et les institutions financières étrangères. Les ressources naturelles de la République centrafricaine ne sont plus à présenter. Elles ne demandent qu'à être exploitées. Ce qui est possible, la libre circulation des personnes et des biens, aujourd'hui actée en Afrique centrale, permettra certainement à ces pays d'atteindre cet objectif parce que le développement reste incontestablement le résultat d'une synergie d'action. Le Congo fait partie de ces pays sérieusement marqués par le choc pétrolier. C'est une crise reconnue par les pouvoirs publics et les investisseurs internationaux. De ce côté-là, la diversification de l'économie est en marche. L'agriculture d'abord, mais également le tourisme et peut-être ce qu'on appelle au Congo aujourd'hui l'économie forestière. Sylvestre Messi. Avec une économie tributaire à environ 70% des ressources pétrolières, la République du Congo a vu son taux de croissance chuter à moins de 1% en 2017, à cause de la dégringolade du prix du baril du pétrole sur le marché international. Pour essayer de faire remonter la courbe, le pays a misé sur tous les secteurs d'activité. De l'agriculture à l'économie numérique passant par le tourisme et l'économie forestière, les défis sont les mêmes. Booster la croissance et conduire le pays à l'émergence à l'horizon 2025. Nous avons le devoir d'encourager la production nationale, d'aider les petits et moyens producteurs à développer leur production, à moderniser leurs exploitations. Nous avons l'obligation également de créer un cadre qui permette au secteur privé, qu'il soit national ou étranger, à investir massivement dans l'agro-industrie. Nous prenons en compte les dispositions retenues dans le cadre de la marche vers le développement, donc à savoir le partage de production donc au niveau du secteur que j'anime, donc le secteur forestier. Ce partage de production va se définir dans le sens que nous devons mettre des centrales d'achat de bois pour que le bois congolais soit sur le marché local. Nous sommes en train de travailler sur un plan national de développement qui est une articulation de ce processus de sortie de crise. Nous sommes en train de travailler sur un appui budgétaire que nous avons sollicité des bailleurs de fonds, qui est une articulation nécessaire aux négociations que nous sommes en train de poursuivre avec le Fonds monétaire international. Malgré la morosité du marché, le secteur pétrolier n'a pas été abandonné à son sort. Nous n'avons pas la main mise sur les cours du baril, les cours des matières premières internationales. Mais nous pouvons quand même, avec rigueur, nous organiser pour pouvoir réformer le secteur d'exploration production, en particulier de l'amont pétrolier, de façon à mieux optimiser les ressources de la République et donc derrière être un pourvoyeur au niveau du budget de l'État. Bien qu'affaiblie, la République du Congo met tout en œuvre pour contourner la crise financière et économique qui frappe aujourd'hui tous les pays de la CEMAC. Et parlant justement du secteur pétrolier, la Société nationale des pétroles du Congo était au centre d'un conseil de ministres qui vient de se tenir dans cette république sous la conduite de Denis Sassou Nguesso, le président congolais. Les membres du gouvernement se sont rassemblés avec au cœur de ce rassemblement 24 activités ou 24 projets de loi qui ont été examinés. Certains ont d'ailleurs été adoptés. Il s'agissait de voir un peu plus clair, notamment les problèmes économiques. Que peut-on retenir de ce conseil de ministres? Pascal Ngangandiaï. Réunis en conseil des ministres, les membres du gouvernement congolais, sous la très haute autorité du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, après examen des 24 affaires inscrites à l'ordre du jour, ont, en dépit de la baisse drastique du prix du baril de pétrole, dont les revenus constituent la principale source de devises du pays, assigné à la Société nationale du secteur des hydrocarbures, c'est-à-dire à la SNPC, un rôle essentiel dans sa stratégie de développement. Le gouvernement de la République a, à l'issue de ce Conseil des ministres, approuvé des projets de décret attribuant et réattribuant les permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux à la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC. Les textes permettent de renforcer la capacité de notre Société nationale des pétroles à prendre directement en main certains pans importants du secteur stratégique entre tous,
qu'est le pétrole et de contribuer à la diversification des activités économiques. A été aussi approuvé en Conseil des ministres le projet de loi qui désormais fait obligation à l'État congolais d'apporter assistance à tout ressortissant congolais, c'est-à-dire en faveur de tout compatriote, quel qu'il soit, poursuivi devant des juridictions étrangères ou internationales. Ces dispositions sont une introduction en droit interne congolais des principes depuis longtemps garantis par les instruments internationaux pertinents en matière de promotion et de protection des droits humains auxquels la République du Congo a souscrit. Entre autres dossiers examinés pendant ce Conseil des ministres, on retient celui portant création de l'institution Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Le texte permettant d'organiser le Conseil consultatif des personnes vivantes avec handicap, organe répondant aux souhaits depuis longtemps exprimés par ceux de nos compatriotes parmi les plus vulnérables qui subissent trop souvent, hélas, les difficultés quotidiennes liées à leur état. Signalons que des nominations ont été prononcées à la fin au titre du ministère de l'enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi. On ferme les pages économiques de cette édition du 20h pour parler sécurité, notamment du côté de la République centrafricaine. La mission des Nations Unies, la MINUSCA, a œuvré sur le terrain, mais au passage, quelques accusations ont été enregistrées. On parle de nombreuses exactions et même des cas de viol. Certains éléments ont même été rapatriés. L'ONU va avoir le cœur net. C'est l'objet d'une mission d'enquête qui est descendue sur le terrain. Jean-Pierre Noir. Le département des opérations de la paix de l'ONU ouvre une enquête sur de possibles défaillances des casques bleus en République centrafricaine. C'est la raison d'être de l'arrivée des enquêteurs de la mission des Nations Unies en RCA. Il sera question au cours de cette mission en République centrafricaine de vérifier les éventuelles exactions qui auraient été commises par les casques bleus. Mais ces enquêteurs verront aussi quelle a été la réponse adéquate de la MINUSCA à ces événements. Mais il faut dire que cette enquête a été déclenchée dans un contexte bien précis, marqué par la détérioration de la situation sécuritaire dans certaines localités du pays. L'objectif des Nations Unies reste noble, parce qu'il est désormais question d'améliorer la capacité de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en République centrafricaine, à prévenir toute forme de violence et à protéger les civils. L'initiative tombe bien évidemment à pic. La République centrafricaine est un pays qui a beaucoup souffert et c'est aussi un pays qui ne veut plus souffrir. Parlons d'une Afrique qui ne souffre pas, l'Afrique intelligente avec une jeunesse intelligente. Le cas d'un jeune Camerounais, il s'appelle Ludovic Billon, promoteur du site d'information Camer News, fondateur de la start-up PA2M et concepteur d'un algorithme de prédiction des défaillances des avions dans le secteur aéronautique. Il a présenté ce jour le fruit de ses travaux de recherche devant l'équipe d'experts du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Au cours de l'audience à lui accorder, le jeune start-upper a réitéré sa volonté à mettre à la disposition de la jeunesse camerounaise son expertise afin de contribuer au développement du Cameroun. Immense, l'objet de ces recherches, déjà salué à l'international, présenté aujourd'hui aux autorités en charge des questions de jeunesse. Gaël Njakam. L'intelligence artificielle au cœur de la transformation numérique de la société camerounaise, voilà ce à quoi se résume le projet défendu par Ludovic Billon, jeune Camerounais de la diaspora et promoteur du site Camer News. À 31 ans, le jeune start-upper a décidé de réaliser son rêve, celui de mettre à la disposition de la jeunesse camerounaise son expertise dans les domaines des TIC et contribuer ainsi au développement du Cameroun. Je suis revenu m'installer au Cameroun pour apporter des solutions dans l'intelligence artificielle et puis aider justement notre pays à se développer, sachant qu'on est en train de vivre un tsunami technologique, donc une nouvelle révolution technologique qui va entraîner donc un changement de paradigme, donc des nouveaux métiers sont à créer. Par la mise en place de ce projet innovant, Ludovic Billon entend développer les outils de recommandation constitués d'algorithmes assez puissants et permettre aux annonceurs de cibler directement le consommateur afin de mieux le connaître. Le site Camer News se veut donc, grâce à la collecte d'informations, être le premier site africain de data journalism.
Khmer News, c'est un site d'information, un agrégateur d'information qui utilise donc de l'algorithmie prédictive et de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très simple, c'est juste des petits programmes, des morceaux de programmes qui apprennent tout seuls et qui analysent donc l'internaute ou l'utilisateur du site et lui proposent de l'information ciblée. Le numérique étant l'un des secteurs les plus porteurs et les plus explorés au Cameroun, cette initiative basée sur l'algorithme intelligent tombe à point nommé car elle viendra améliorer le bien-être et le quotidien des populations via l'aéronautique. 4 années de recherche de longue haleine qui ont valu aux jeunes start-upers le prix de l'excellence 2017 en matière de TIC, décroché lors de la 51e édition de la Journée nationale de la jeunesse. Et on va rattraper cet élément, nous vous l'annoncions, la démission de Ngououngli Massaga, le commandant Kisamba, des rangs du MRC, le parti de Maurice Kamto. Il est arrivé dans cette formation politique il y a cela 2 mois, annoncé comme un véritable trophée. Si l'opinion est un peu surprise par cette démission qui n'était pas annoncée, au sein de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, son parti traditionnel, on semble ne pas être surpris dans les motifs de cette démission. Il parle de mauvais traitement de façon globale. Salamatou Badian. La correspondance date du 12 novembre 2017, publiée sur les réseaux sociaux le 13. Pourtant, il y a moins de 60 jours, Ngououngli Massaga, alias commandant Kisamba, ralliait le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, parti qu'il quitte aujourd'hui. C'est une surprise, assurément, parce qu'on a vu toute l'organisation autour de son adhésion au sein du MRC et on s'est dit que c'était un joli coup politique pour ce parti. L'homme politique formule par la présente carte grief de sa démission. Entre autres, le manque de considération, un traitement au rabais sur le plan financier, la quête annulée de la diaspora pour lui apporter soutien, et son voyage bloqué pour participer au Forum international de la diaspora camerounaise. Dans une autre mesure, la position de Maurice Kamto, président du MRC, sur la crise dite anglophone. Sur le reste des raisons, j'estime qu'un parti politique n'est pas une mangeoire, un parti politique n'est pas un milieu où on vient pour s'enrichir. On a un parti politique par rapport à ses idéaux. Et donc, ça m'a vraiment surpris venant de ce grand combattant, de cette figure importante de la scène politique camerounaise. Ça m'a beaucoup surpris. Au secrétariat général de l'Union des populations du Cameroun, UPC, parti dans lequel le doyen a été chef de la branche armée pendant la période d'indépendance, cette démission n'est pas... UPC n'a pas prévu les modalités de réinsertion après démission. Donc c'est comme vous le connaissez, c'est l'Union des populations du Cameroun. Alors que le camarade Ngououngli parte et revienne, nous on s'attendait à ça. On ne croit pas qu'il pouvait se séparer facilement de l'Union des populations du Cameroun. Parce qu'à un certain moment, les gens peuvent amener d'autres motifs qui ne sont pas en réalité la démission. Bon, ils vont parler de trahison et tout ça là, mais je ne crois pas que c'est le lieu de dire comme ça pour une icône, pour les icônes de son gabarit. Il est le bienvenu. Seulement, ce revirement peut porter un coup dur à sa longue et riche carrière politique. Il va perdre beaucoup en termes de considération parce qu'il y a des choses qu'on n'écrit pas parce que ça finit par vous suivre et nuire donc à votre image. Maintenant, est-ce que ça aurait un impact sur le fonctionnement du MRC? Je ne le pense pas parce que en 2 mois, je n'ai pas vu d'incidence de la présence de Ngououngli au sein du MRC. Ngououngli Massaga est un compagnon de lutte des pères de l'indépendance du Cameroun. Le commandant Kisamba traîne avec lui des décennies de militantisme au sein de la formation politique de Ruben Oumniobé, l'UPC, probable destination politique prochaine du doyen qui ne s'est pas encore prononcé. Peut-être un retour à la maison UPC, peut-être. Nous signalons que nous restons attentifs à l'évolution de la situation du côté de Zimbabwe, où quelques bruits de bottes sont enregistrés depuis quelques heures maintenant. Des sources parlent de coup d'État ou autres manifestations. Nous y reviendrons. Et puis pour ce qui est du sport, rendez-vous tout à l'heure 21h, Planète Sport avec Francis Bonga, comme tous les mardis soirs. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette édition du journal. Bonne soirée à tous.
Mais le SDF n'a pas dit un seul mot sur les assassinats des gendarmes ni la découverte des caches d'armes dans la région du Sud-Ouest. Il y a de cela quelques jours maintenant. Comment comprendre la colère du Social Democratic Front qui s'est manifestée aujourd'hui à Yaoundé? C'est dans cette édition du 20h. Comment les pays de la CEMAC peuvent faire pour relever la tête face à la crise économique et la chute des cours du pétrole sur le marché international? Tous les pays prônent la diversification de l'économie. Comment faire au Tchad, comment faire au Congo, en République centrafricaine et au Gabon, au Cameroun, pour amorcer cette politique de diversification de l'économie? Les propositions viennent de partout. On ajoute justement au-delà de l'agriculture, le tourisme et même l'économie forestière. Vous verrez le tour de quelques pays de la CEMAC dans cette édition du journal. Et puis la crise sécuritaire en République centrafricaine, l'ONU va avoir une idée précise sur les accusations d'exaction perpétrées par les éléments de la MINUSCA. C'est l'objet d'une enquête ouverte et la descente des enquêteurs sur le terrain. Que s'est-il exactement passé au moment où la MINUSCA essuyait quelques accusations? Les enquêteurs sont sur le terrain. Mesdames, et voilà pour la vitrine du 20h. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. À suivre également dans cette édition du journal, la démission de Ngououngli Massaga, le commandant Kisamba, des rangs du MRC. Il est arrivé dans cette formation politique il y a de cela 2 mois seulement, présenté comme un trophée par Maurice Kamto. Il a décidé de partir pour mauvais traitement. Mais avant cela, c'est un crime crapuleux du côté d'un colondome ici à Yaoundé. La découverte macabre, le corps d'une jeune dame d'environ 30 ans, enterrée sans façon par son amant, selon les premiers éléments d'information. Elle serait décédée depuis quelques jours maintenant. C'est une voisine attirée certainement par une fosse de fortune, mais aussi par l'état de décomposition de cette dépouille qui a justement fait la découverte. Nathan Amou. Cette épaisse forêt et ces montagnes où la vie semble paisible se passe une scène des plus horribles. Nous sommes en Colondome 3, dans l'arrondissement de Yaoundé 1. Mireille Ebeni Abeni, âgée de 31 ans, a été retrouvée morte, le corps enfui, dans cette fosse prévue pour la clinique traditionnelle, en état de décomposition avancée. Selon des témoins, tout est parti d'un banal constat. Dans 9 heures, j'ai été saisi par une dame qui habite ici dans les environs, qui me disait qu'elle suspectait quelque chose qui se serait passé à ce niveau-ci. Moi, j'habite un peu plus haut. Alors, je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Elle m'a dit qu'elle voit de la terre au fond d'une fosse, une vieille fosse qui avait été creusée pour servir probablement de WC à l'époque, mais qui n'avait pas été utilisée. Mais qu'elle voyait de la terre fraîchement décapée quelque part et amassée. Alerté, le chef du village Colondome 3, commissaire divisionnaire hors échelle, suivant son instinct de flic, va immédiatement saisir le commissariat 17e pour faire suspect nécessitant une descente urgente et exigeante. J'étais un peu dérangé. Depuis, c'est l'affaire là, c'est depuis jeudi. Je pars, vous voyez le cabinet qui est là. Je pars faire pipi. Je vois comment si les gens ont bagarré. Je me recule. Je dis que comment les gens peuvent, au lieu de bagarrer ici devant, on bagarre devant le trou. J'ai essayé de guetter le trou. J'ai dit on peut même jeter quelqu'un comme ça dans le trou. Je suis reculé. Comme les gens buvaient là, je vends la boisson. J'ai négligé. C'est hier à 17h que le gardien de l'école, il vient me dire que maman, est-ce que tu vois ce qui se passe là-bas derrière? Le procureur de la République informé de la situation, le sous-préfet de Yaoundé 1, Cosmas Thierry Nama, la gendarmerie d'un Colondome et le corps national des sapeurs-pompiers vont faire une descente musclée sur les lieux du crime. Au fond de cette fosse de près de 11 mètres de profondeur, gisait le corps sans vie d'Imireille Ebeni Abeni en décomposition avancée, mais aussi sa carte d'identité, son téléphone portable et son sac à main. Après 1 heure d'effort, les sapeurs-pompiers sont parvenus à faire remonter le corps qui était curieusement en tenue d'Adam. La dépouille sera immédiatement conduite à Mona Télé pour être ensevelie. Aux dernières nouvelles, le nommé Arnold Ngononomo, présumé auteur de cet acte ignoble, âgé d'une 20aine d'années, serait passé aux aveux. Sa mère,
a également été embarqué pour besoin d'enquête. L'affaire est à suivre. C'est justement une affaire à suivre du côté d'un Colondom, ce crime crapuleux qui, jusqu'à présent, est attribué à l'amant de la jeune dame. Eux, ils ne vont plus certainement courir 5 au total. Oh, ils sont des auteurs de braquage, de microfinance et selon les premiers éléments d'information au niveau de la police judiciaire, ils opéraient de jour à l'aide d'armes à feu, généralement sophistiquées. La police judiciaire a voulu comprendre ce phénomène avec une reconstitution des faits qui s'est tenue aujourd'hui, Vanessa Bindi. Ils se croyaient sans doute tranquilles. Il y a quelques jours, 5 individus suspectés d'avoir commis une dizaine de braquages ont été interpellés. Quelques mois d'enquête ont permis à la police judiciaire d'être sur leur piste. Le 2 septembre dernier, l'étau s'est resserré sur le Benjamin du groupe, 23 ans. Et l'exploitation de ce repris de justice a conduit à l'interpellation de ses complices. Leur mode opératoire ciblait particulièrement les microfinances à l'aide d'armes à feu de fabrication artisanale, de pistolets automatiques. Un impressionnant arsenal mis à nu au moment de leur interpellation. Retour sur les lieux du crime ce jour avec la police et la presse pour une reconstitution des faits tels que commis. Ce redoutable gang avoue plusieurs autres forfaits commis à Douala et un autre qui se préparait pour ce week-end. Le temps du jugement commence et dès cet instant, les juridictions compétentes prononceront la sentence correspondant à leur forfait. Il n'y a pas eu véritablement grève aujourd'hui au chantier naval et industriel du Cameroun à Douala et à Limbé. Pourtant, un préavis de grève annonçait l'arrêt du travail aujourd'hui pour les personnels. Principale revendication, le paiement de leur salaire et beaucoup d'autres avantages. Sur le terrain, c'était plus ou moins activité normale. Le directeur général semble avoir pris des mesures pour contraindre les employés à aller au travail, malgré justement la colère dans leur cœur. Maria Ligui. C'est à travers cette correspondance signée le 23 octobre dernier que le syndicat des travailleurs du chantier naval et industriel du Cameroun a adressé un préavis de grève au directeur général de cette structure. Les motifs de ce préavis sont entre autres le non-paiement des salaires des mois de septembre et octobre 2017, le non-paiement des aérés d'allocation de congés et le non-reversement intégral des retenues à la source depuis février 2017. La direction générale avait alors jusqu'au 12 novembre pour trouver des solutions satisfaisantes à ces revendications. 2 jours après cette date butoir, l'ambiance semble ordinaire à l'entrée du chantier naval et industriel du Cameroun. Cependant, aucune interview n'est autorisée, même pas la moindre autorisation de filmer les lieux. Sur l'un des barbillards, plusieurs notes d'information visant à apaiser le mécontentement des employés. Chacune d'entre elles précisant que la direction générale compte sur la compréhension habituelle de tous et demandant au personnel de vaquer sereinement à ses occupations. Une source non officielle nous renseignera que les employés n'ont pas pu manifester par peur de représailles. La grève a donc été désamorcée, mais le mécontentement des employés demeure. Même s'ils n'ont pas voulu s'exprimer devant notre caméra, ils espèrent que le conseil d'administration prévu ce 15 novembre apportera des solutions satisfaisantes à leurs préoccupations. C'était pratiquement le travail mené par le top management du chantier naval et industriel du Cameroun. Éviter cette énième grève à la veille d'un conseil d'administration qui est attendu et qui est annoncé pour demain. Affaire à suivre. Parlons de mobilisation politique. C'était jour de rentrée parlementaire aujourd'hui. Les absents sont connus. Les élus de Social Democratic Front qui ont choisi la politique de la chaise vide à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les députés du SDF et les sénateurs ont voulu manifester leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent comme la mauvaise gestion de la crise anglophone par le régime de Yaoundé. Une déclaration a d'ailleurs été commise à cet effet. Le SDF énumère ces violences sur les populations civiles, l'interruption d'Internet et les populations apeurées, obligées de fuir à destination du Nigeria. Tout en martelant qu'il revient aux Camerounais de résoudre la crise dite anglophone. Les sénateurs du SDF ont prié de leur absence au cours de cette cérémonie d'ouverture de la 3e session ordinaire, un acte qui trouve explication.
C'est parti pour un mois de travaux pour le compte de la dernière session ordinaire de l'année législative 2017. Et comme vous le savez, de tradition, cette session parlementaire est consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi des finances pour l'année qui arrive, l'année 2018 particulièrement, qui est une année particulière, année électorale, année de transition vers l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et les députés, par exemple, attendent des points spécifiques dans la loi des finances. Je vous propose d'écouter quelques-uns. Vous savez également que notre pays doit organiser au début de l'année 2019, la Coupe d'Afrique des Nations. Notre budget de 2018 devrait en tenir compte. Vous savez également que le calendrier électoral de 2018 pourrait être un peu compliqué parce que nous devons organiser au minimum 5 élections. Nous souhaitons également et nous espérons que la présentation du projet de budget et du projet de loi de finances prendra en compte tous ces éléments. Nous devons compatir avec tout ce qui arrive à nos frères et sœurs des régions septentrionales, des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais nous devons tous travailler pour trouver la solution à tous ces problèmes. Car le Cameroun doit être considéré comme une grande famille au sein de laquelle seul le dialogue, la réconciliation, la justice, la paix, le sens du pardon, seules ces vertus devront nous aider à trouver les solutions à nos problèmes. La mission consiste à étudier avec l'exécutif qui nous fait la proposition du budget pour l'année à venir. Et comme l'a si bien rappelé le président de l'Assemblée nationale, c'est aussi le moment de discuter, d'échanger au sujet des différents problèmes qui ont été posés lors de l'intercession. 2018 va forcément être influencé par le contexte économique du Cameroun. C'est pratiquement le même contexte économique pour tous les pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Chute des prix du pétrole sur le marché international. L'appel à la diversification de l'économie est lancé. Au Tchad, on veut faire un ensemble entre diversification de l'économie et austérité. Ce sont les mesures à prendre pour essayer de relever la tête, celles préconisées aujourd'hui par le président Idriss Déby. Mathieu Wamba. Le Tchad fait le constat de la mauvaise santé de son économie. Après la chute du cours du baril du pétrole auquel dépend fortement le pays, l'État peine à redresser la barre. Et le président Idriss Déby l'a reconnu dans son discours devant les hommes d'affaires du parti au pouvoir. S'il a reconnu les bienfaits du pétrole sur son pays en termes de construction et modernisation des infrastructures, de réduction de la fracture sociale, de l'amélioration du système de santé, aujourd'hui il faut se rendre à l'évidence. Il fait remarquer l'échec d'une richesse pas pérenne et la nécessité ou du moins l'obligation pour le Tchad de retourner à la situation économique d'avant 2003. Ce sera difficile et les Tchadiens doivent consentir des efforts supplémentaires. Un retour à l'austérité qui n'est pas du goût de tous les Tchadiens, mais l'agriculture serait la panacée. Le Tchad, c'est 39 millions d'hectares de terres cultivables, dont 19 millions d'hectares arables, qu'il faut capitaliser. La preuve est que lors de la rencontre de Paris avec les bailleurs de fonds et autres donateurs, l'un des projets sur lequel le Tchad avait défendu son dossier était l'agriculture. Plusieurs programmes, dont le programme d'appui à la production agricole, le projet d'urgence d'appui à l'agriculture et la dynamique agricole dans les savanes du Tchad et l'histoire du coton au Tchad, sont bien connus. Un nouveau rôle pour l'agriculture dans le développement 53 que le président entend implémenter dans les politiques macroéconomiques du Tchad. Le président Idriss Déby veut donc rattraper le retard qu'accuse le Tchad face à certains voisins comme le Cameroun, qui est un véritable grenier pour la sous-région. L'optimisation d'un secteur à moderniser et à conduire vers une agriculture de seconde génération pour redoper une économie en sommeil. Et du côté de la République centrafricaine, il y a eu cette crise qui a ralenti l'économie. Il y a les mêmes réalités pour tous les pays de la CEMAC. Le pays est également riche pour ce qui est des avantages naturels qu'il va falloir exploiter. Le gouvernement pense justement à la mise en œuvre d'une politique d'exploitation de ces différentes richesses. Jean-Pierre Noah. À l'heure où les pays membres de la CEMAC traversent une crise financière aiguë, conséquence de la chute du prix du baril de pétrole, il faut s'adapter. Et le meilleur moyen de le faire,
c'est de penser à une stratégie susceptible de diversifier l'économie des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La République centrafricaine s'adapte à la donne. Dans ces pays, l'agriculture représente 50% du produit intérieur brut. Le pays compte également des gisements d'aluminium, de cuivre, d'or et même de puits de pétrole. Rien que ça. Un pays riche en minerais, décimé par des années d'instabilité. La République centrafricaine essaie donc aujourd'hui de se relever. Le chef de l'État, le professeur Faustin Akange Touadéra, reste conscient que pour cela, il faudra compter sur des investisseurs et les institutions financières étrangères. Les ressources naturelles de la République centrafricaine ne sont plus à présenter. Elles ne demandent qu'à être exploitées. Ce qui est possible, la libre circulation des personnes et des biens, aujourd'hui actée en Afrique centrale, permettra certainement à ces pays d'atteindre cet objectif parce que le développement reste incontestablement le résultat d'une synergie d'action. Le Congo fait partie de ces pays sérieusement marqués par le choc pétrolier. C'est une crise reconnue par les pouvoirs publics et les investisseurs internationaux. De ce côté-là, la diversification de l'économie est en marche. L'agriculture d'abord, mais également le tourisme et peut-être ce qu'on appelle au Congo aujourd'hui l'économie forestière. Sylvestre Messi. Avec une économie tributaire à environ 70% des ressources pétrolières, la République du Congo a vu son taux de croissance chuter à moins de 1% en 2017, à cause de la dégringolade du prix du baril du pétrole sur le marché international. Pour essayer de faire remonter la courbe, le pays a misé sur tous les secteurs d'activité. De l'agriculture à l'économie numérique passant par le tourisme et l'économie forestière, les défis sont les mêmes. Booster la croissance et conduire le pays à l'émergence à l'horizon 2025. Nous avons le devoir d'encourager la production nationale, d'aider les petits et moyens producteurs à développer leur production, à moderniser leurs exploitations. Nous avons l'obligation également de créer un cadre qui permette au secteur privé, qu'il soit national ou étranger, à investir massivement dans l'agro-industrie. Nous prenons en compte les dispositions retenues dans le cadre de la marche vers le développement, donc à savoir le partage de production donc au niveau du secteur que j'anime, donc le secteur forestier. Ce partage de production va se définir dans le sens que nous devons mettre des centrales d'achat de bois pour que le bois congolais soit sur le marché local. Nous sommes en train de travailler sur un plan national de développement qui est une articulation de ce processus de sortie de crise. Nous sommes en train de travailler sur un appui budgétaire que nous avons sollicité des bailleurs de fonds, qui est une articulation nécessaire aux négociations que nous sommes en train de poursuivre avec le Fonds monétaire international. Malgré la morosité du marché, le secteur pétrolier n'a pas été abandonné à son sort. Nous n'avons pas la main mise sur les cours du baril, les cours des matières premières internationales. Mais nous pouvons quand même, avec rigueur, nous organiser pour pouvoir réformer le secteur d'exploration-production, en particulier de l'amont pétrolier, de façon à mieux optimiser les ressources de la République et donc derrière être un pourvoyeur au niveau du budget de l'État. Bien qu'affaiblie, la République du Congo met tout en œuvre pour contourner la crise financière et économique qui frappe aujourd'hui tous les pays de la CEMAC. Et parlant justement du secteur pétrolier, la Société nationale de pétrole du Congo était au centre d'un conseil de ministres qui viennent de se tenir dans cette république sous la conduite de Denis Sassou Nguesso, le président congolais. Les membres du gouvernement se sont rassemblés avec au cœur de ce rassemblement 24 activités ou 24 projets de loi qui ont été examinés. Certains ont d'ailleurs été, vous verrez dans cette correspondance, pas un seul mot sur les violences et naturellement les assassinats des hommes ont tenu. Ambiance de boycott à l'Assemblée nationale. Michel Serel-Tchoungi. En ce jour des rentrées parlementaires à l'Assemblée nationale, l'ambiance à l'hémicycle de Ngouaikele est celle d'un grand jour avec la présence d'un parterre d'invités. Seulement, l'on est frappé par le nombre de sièges inoccupés. Il s'agit des sièges des députés du SDF. Je regrette un tout petit peu d'avoir constaté des chaises vides dans le banc du SDF. Quelles que soient les positions de ce parti républicain, il doit venir échanger avec ses collègues, les collègues des autres partis au niveau de l'hémicycle. Boycott ou simple absence, chaque député tente d'apporter une explication.
Députés de la région les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays connaissent de sérieuses menaces sur leur propre vie. Hier encore, les Amazoniens ont publié une vidéo où ils ont dit que même si on mettait un gendarme derrière chacun d'eux, ils auront leur peau. Stratégie politique, nous disons que chaque parti politique est libre de pouvoir prendre des décisions, quelles qu'elles soient. Et comme on vous l'a dit, on aimerait comprendre pourquoi et on compte sur vous pour aller leur demander et comme ça tout le monde saura pourquoi ils ne sont pas venus. La plénière s'achève sans l'ombre d'un élu du Social Democratic Front. Rendu au bureau du président du groupe parlementaire de ce parti, le maître des lieux est absent. Des informations laissent entendre que l'homme serait à la représentation régionale du parti où l'on s'y rend sans attendre. À l'intérieur, quelques députés déserteurs de l'hémicycle s'y trouvent. Les responsables, quant à eux, sont à huis clos dans une salle attenante. Quelque temps après, une déclaration est faite à la presse. The SDF parliamentary group in both houses have decided to withhold their participation at the opening sessions. Il est question d'expliquer les motivations du boycott. Ils sont menacés. Vous avez vu dans les réseaux sociaux, vous avez vu 4000 personnes, 3000, 5000 personnes dans la résidence de l'honorable Banazem, dans le domicile de l'honorable Bandam. Et c'est la même chose qui continue aujourd'hui dans le domicile de l'honorable Wanachi. En croire ces responsables, il n'est pas question de regagner l'hémicycle tant que leurs doléances ne sont pas prises en compte. Une liste de points de revendication et de contestation a été proposée à travers un communiqué du Social Democratic Front. Les observateurs sont désormais partagés entre ces motivations sur le papier et la peur qui est signalée par beaucoup d'autres analystes politiques. Le Social Democratic Front avait annoncé sa participation à cette session parlementaire à l'issue de la réunion du NEC qui s'est tenue cela quelques jours du côté de Bamenda. Jusqu'à hier encore, les informations annonçaient la présence du SDF à l'hémicycle de Ngwaekele, mais également du côté du palais de congrès où siège le Sénat. De ce côté-là, justement, le président du Sénat n'a pas manqué de condamner les violences sur le terrain dans le nord-ouest et le sud-ouest avec assassinat de gendarmes. Mélanie Lipanga. C'est à 16h, passé exactement de 5 minutes, que le président du Sénat, Marcel Nyat Ndifendi, a fait son entrée dans cet hémicycle de Kolnyada au palais des congrès de Yaoundé. La 3e session ordinaire de l'année parlementaire vient à cet effet d'ouvrir ses portes. Un seul point à l'ordre du jour, le discours d'ouverture de cette session. Une session qui sera consacrée au vote de la loi de finances et au budget de l'État pour l'année 2018. Cependant, au cours de son allocution d'ouverture, le président du Sénat a évoqué de manière succincte la question liée au budget de l'État. La crise dite anglophone et ses aléas ont retenu toute l'attention de ce discours. C'est d'un ton ferme que Marcel Nyat Ndifendi a condamné les actes de violence auxquels font face les populations des régions anglophones. Il est revenu sur les assassinats perpétrés sur les éléments de la gendarmerie dans la région du Nord-Ouest. Une minute de silence a été observée en leur mémoire. Un hommage a également été rendu à nos forces de défense au front contre Boko Haram et au comité de vigilance. À travers sa voix, le Sénat a réitéré son soutien à l'armée camerounaise.